À Dixon, en Californie, la police est à la recherche de Rosa Talamantes. Le suspect, son petit ami, José Navarro Iniquez, l'a vraisemblablement battu, mais il refuse de parler. Tout comme ses collègues de travail. Le beau-frère de Rosa, le sergent Martin Ruiz, appelle la voyante Sally Heading pour la consulter de nouveau. Mais avant qu'il n'ait dit quoi que ce soit, elle lui décrit les deux ouvriers qu'il a tenté d'interroger. Elle a dit « Attendez, l'un d'eux était trapu, je crois, avec des tatouages, et il avait l'air méchant. Comment diable a-t-elle pu savoir ça ?» En Californie, on arrache littéralement une mère des bras de ses enfants. Les policiers demandent à une voyante de les aider à la retrouver. Je savais qu'elle n'était pas morte instantanément. Je savais qu'elle était restée en vie encore un moment avant qu'il ne la laisse là. Dans l'État de New York, une mère fait l'impossible pour retrouver ses enfants enlevés. Elle travaille avec un policier compréhensif et une voyante toute dévouée à cette affaire. Elle était terrifiée. Elle s'accrochait à moi car j'étais la seule personne auprès de qui elle pouvait croire que ses enfants étaient toujours en vie et qu'elle les retrouverait. Quand les indices sont rares et que les enquêteurs ne trouvent pas de réponse satisfaisante à leurs questions, ils se tournent vers les témoins de l'étrange. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. La petite ville de Dixon, en Californie, est située à 100 km au nord-est de San Francisco. Les travailleurs agricoles de cette région sont surtout des travailleurs saisonniers. C'est un endroit paisible et tous se connaissent. Une des habitantes du coin, Rosa Talamantes, est bien connue. Cette mère célibataire travaille fort pour nourrir ses enfants. Et bien qu'elle ait parfois du mal à joindre les deux bouts, sa famille est très unie, comme nous le raconte l'enquêteur Elaine Perry de la police de Dixon. Quand elle marchait en ville, elle avait toujours un air grave, presque solennel. Mais quand on lui parlait, elle se mettait à sourire et éclatait parfois de rire. Cette mère célibataire était entièrement dévouée à ses enfants. Au milieu des années 1990, Rosa fréquente assidûment José Navarro Iniquez, un travailleur saisonnier. Celui-ci l'aide financièrement, mais quand il consomme trop d'alcool, il devient violent. En mai 1995, Rosa cherche un moyen de mettre un terme à cette relation. Le 23 mai, après une dispute, José demande tout à coup à Rosa de l'accompagner pour aller acheter de la bière. Un des enfants a voulu les accompagner et Navarro a refusé. Ils sont alors partis. C'est la dernière fois que les enfants ont vu leur mère. Le lendemain matin, les enfants constatent que Rosa n'est pas rentrée. Ils se préparent à aller à l'école comme d'habitude. Rosa leur a appris à prendre l'école au sérieux. Mais ils sont inquiets. Quand Elisa, la fille aînée, arrive chez sa mère pour s'occuper du bébé pour la journée, elle apprend que Rosa est partie. La situation est plus préoccupante que d'arriver à l'école à l'heure. Elisa et son frère vont au camp de travail où habite José. Il est encore ivre. Il jure ne pas savoir où se trouve Rosa. José promet d'aller chercher ses papiers d'identité et de se rendre ensuite à la maison où les enfants s'apprêtent à signaler la disparition de Rosa à la police.
mais il ne vient pas. Les enfants inquiets appellent alors un parent à eux, le sergent Martin Ruiz, de la ville voisine de Davis. J'ai d'abord pensé qu'il l'avait peut-être battue, puis laissée quelque part et qu'elle finirait par rentrer. Puis j'ai dû envisager la possibilité qu'il soit allé plus loin que ça. Mais l'affaire n'a pas eu lieu sur son territoire. Ruiz dit à Elisa qu'elle doit signaler la disparition de sa mère auprès du service de police de Dixon. Pendant ce temps, Ruiz prévoit se mettre à la recherche de Rosa à titre de citoyen ordinaire. Au poste de police, Elisa rencontre l'enquêteur Perry. Elle était très inquiète de l'absence de sa mère. Ce n'était pas du tout dans ses habitudes de disparaître ainsi. Normalement, Rosa était toujours là pour accompagner les enfants à l'école. Je pensais moi aussi que la situation était anormale, parce que je connaissais Rosa et je savais que c'était une mère dévouée. Même si Rosa n'a disparu que depuis à peine quelques heures, les enquêteurs décident de passer tout de suite à l'action. Ils envoient par télécopieur un avis de disparition à tous les services de police de la région. Perry découvre que José est recherché suite à une arrestation pour conduite avec facultés affaiblies. Comme il était le dernier à avoir vu Rosa, des soupçons pesaient sur lui. De plus, il avait convenu de venir au poste pour nous parler et il n'était pas venu. Ce comportement était suspect. Moins d'une heure plus tard, le sergent Ruiz arrive au camp de travail de José. Je suis parti à la recherche de Rosa. Mais il n'y a aucune trace de Rosa et de José. Un fermier se présente alors au poste de police car il pense que l'un de ses travailleurs a peut-être tué quelqu'un. Selon lui, plus tôt le même jour, José Navarro Iniquez est allé parler au contremaître et il empestait l'alcool. Il lui a dit qu'il voulait partir pour le Mexique sur le champ et qu'il voulait avoir sa paye. José a alors tenté d'intimider son supérieur en se vantant d'avoir tué quelqu'un la veille au soir. L'enquête sur la disparition de Rosa Talamantes se transforme alors en enquête pour meurtre. Le suspect veut partir pour le Mexique. Des agents de la police de Dixon se rendent au camp de travail où il vit, comme nous le raconte le lieutenant Don Malloy. On la cherchait partout et rien ne laissait présumer qu'il y avait eu un crime. Il n'y avait rien d'anormal. À leur grande surprise, José apparaît alors. Il dit qu'il ignore ce qui est arrivé à Rosa, mais il refuse de parler davantage aux policiers. Quand il s'est approché de nous, on a remarqué que son haleine dégageait une forte odeur d'alcool. Les agents l'arrêtent pour avoir conduit avec facultés affaiblies, heureux de l'avoir trouvé avant qu'il ne quitte le pays. On a eu de la chance de pouvoir l'arrêter sous le motif qu'il ne s'était pas présenté en cours. Le procureur du district est parvenu à augmenter le montant de sa caution à 100 000 $, non seulement à cause des accusations déjà portées contre lui, mais aussi parce qu'il pouvait chercher à fuir le pays. Les policiers confisquent également sa voiture. Ils espèrent qu'il acceptera de parler quand il ne sera plus ivre. Des agents ratissent les lieux dans l'espoir de retrouver Rosa en vie. Ils sont aidés par des parents, notamment le sergent Martin Ruiz. La famille et les amis se sont mis ensemble. On voulait tous la retrouver. Les policiers ont constitué des équipes. On a fouillé tout le secteur, notamment les fossés près de l'endroit où vivait Iniquez. Les équipes cherchent toute la journée, de même que la nuit suivante, mais ne trouvent aucune trace de Rosa. Le lendemain matin, le lieutenant Malloy et l'enquêteur Perry examinent la voiture de José.
il trouve à l'avant une bague de femme ornée de 7 pierres de naissance. La famille de Rosa l'identifie comme étant sa bague. Les 7 pierres représentent chacun de ses enfants. Dans un sac à ordures à l'arrière, il y a une chemise pour homme. Quand le lieutenant Molloy a sorti ce vêtement du sac, il a vu des taches de sang sur le devant. D'abord la bague de Rosa, ensuite une chemise tachée de sang. Les chances de retrouver Rosa en vie sont plutôt minces. Maintenant que José a retrouvé ses esprits, son interrogatoire peut commencer. Il reconnaît que Rosa et lui sont bien sortis acheter de la bière ce soir-là, mais il ajoute qu'elle est ensuite repartie à pied du magasin pour rentrer chez elle. On avait du mal à le croire. Dixon est une petite ville et personne n'avait vu Rosa rentrer à pied. Les enquêteurs lui demandent ensuite d'expliquer la présence de la chemise dans son véhicule. Il nous a accordé qu'il y avait bien du sang sur ce vêtement, mais il a dit qu'il ignorait comment il l'avait taché ainsi. Perry tente d'en appeler à la compassion de José. Ses enfants ont perdu leur mère et ils sont fous d'inquiétude, lui ai-je dit. Ils pleurent. Si vous détenez quelque information, partagez-la avec nous. Mais il est demeuré ferme sur ses positions et il a maintenu qu'il avait vu Rosa repartir à pied. Le sergent Ruiz n'a aucune piste. C'est alors que son assistante lui propose d'appeler une voyante qui a déjà participé à la résolution d'enquête. Ruiz est prêt à tout pour trouver Rosa. Quand un drame comme celui-là vous frappe, vous prenez en considération toutes les possibilités qui s'offrent à vous, même si professionnellement vous n'y auriez pas pensé. Ainsi, je pourrais au moins affirmer aux filles de Rosa qu'on faisait vraiment tout ce qu'on pouvait. Ruiz contacte Sally Heading, une voyante de San Francisco qui se spécialise dans les enquêtes policières. Il lui parle du cas de sa belle-sœur, Rosa, qui a disparu, et du fait que son petit ami est la dernière personne à l'avoir vue. J'ai immédiatement ressenti qu'elle avait peur de cet homme. J'ai demandé au sergent si elle avait tenté de rompre avec lui. Je me suis dit que Sally venait de marquer un point. J'associais à l'énergie de cet homme beaucoup de violence. Je lui ai dit que j'étais désolée de devoir lui annoncer ce que j'allais lui annoncer, mais que j'étais pratiquement convaincue qu'il avait tué Rosa ce soir-là. Il était venu chez elle avec l'intention de la tuer. Ruiz lui demande alors de lui donner des détails sur ce meurtre. Parfois, quand je recueille des informations, tout se met à tourbillonner dans ma tête. Les images défilent à toute vitesse, comme des photos, et comme un carrousel de diapositives qui tourne très vite. Sauf que les diapositives représentent des moments si intenses que vous ne pouvez pas les oublier. Elles restent à jamais dans votre esprit. Sally voit que Rosa s'est défendue désespérément. Avait-elle peur de cet homme? Oui, elle était terrifiée. Elle l'a supplié de la laisser en vie. Elle l'a supplié parce qu'elle avait plusieurs enfants. Mais il a ignoré ses demandes. Il a ri d'elle. Il s'en fichait éperdument. Sally ne parvient pas à dire où se trouve le corps de Rosa. Mais elle dit à Ruiz de retourner au camp de travail de José et de continuer à poser des questions. Sally m'a dit que je devais aller parler aux gens qui travaillaient au ranch. Ils seront évasifs, mais vous devrez insister, m'a-t-elle dit. Vous vous sentirez découragé quand vous retournerez à votre auto. Mais tenez bon. Regardez dans le revers de vos pantalons. Il y aura des chardons. Ces chardons sont le signe que tout n'est pas perdu, que vous êtes sur la bonne piste. Vous devrez alors y retourner une deuxième fois. Sur les conseils de Sally, le sergent Ruiz et le lieutenant Molloy retournent au camp de José. On a parlé à 2 hommes qui étaient devant le bâtiment où ils vivaient.
mais ils ne nous ont rien dit d'intéressant. Les deux hommes déclarent qu'ils n'ont rien vu ou entendu d'anormal le soir de la disparition de Rosa. Comme Sally l'avait prédit, ils sont évasifs. C'est alors que Ruiz voit ce dont Sally lui a parlé. En revenant vers ma voiture garée sur un terrain de gravier, j'ai baissé les yeux et j'ai remarqué qu'il y avait des chardons sur mes chaussures et dans le revers de mes pantalons. Vous voyez ça et vous vous dites « Mais bon sang, comment a-t-elle pu savoir ça ?» Ruiz est sur la bonne piste, mais il lui reste encore plusieurs obstacles à surmonter. À Dixon, en Californie, la police est à la recherche de Rosa Talamantes. Le suspect, son petit ami, José Navarro Iniquez, l'a vraisemblablement battu, mais il refuse de parler. Tout comme ses collègues de travail. Le beau-frère de Rosa, le sergent Martin Ruiz, appelle la voyante Sally Heading pour la consulter de nouveau. Mais avant qu'il n'ait dit quoi que ce soit, elle lui décrit les deux ouvriers qu'il a tenté d'interroger. Elle a dit « Attendez, l'un d'eux était trapu, je crois, avec des tatouages, et il avait l'air méchant. Comment diable a-t-elle pu savoir ça ?» Quand Sally concentre son attention sur Rosa, elle entend un nom, Piuta. Ruiz se rappelle alors un ruisseau non loin du camp du suspect. Je crois qu'il vivait à environ 500 mètres d'un ruisseau qu'on appelle Piuta Creek. J'ai pensé que Sally faisait peut-être référence à cet endroit. Il la presse de lui donner davantage d'informations. C'est alors que Sally a une vision fugitive des derniers instants de Rosa. Il y a ces blessures de couteau sur elle. Je crois qu'il lui a tranché la gorge, mais elle n'est pas morte instantanément. Je savais qu'elle vivait encore quand il est parti. Dieu ait son âme. Je savais également que son corps était en position fétale. Sally croit que le corps de Rosa se trouve dans un fossé près du ruisseau, en position fétale. Elle incite l'enquêteur à retourner au camp pour y rencontrer d'autres travailleurs. Au camp, Ruiz s'entretient avec un autre ouvrier. Il lui demande s'il a vu quelque chose le soir en question. L'homme lui répond par l'affirmative. Il a vu José avec Rosa. Après s'être disputés, ils sont partis ensemble en voiture. Le témoin déclare que José est revenu 1 heure plus tard. Cette fois-ci, il était seul. Cette déclaration contredit la déposition de José. La police continue de chercher le corps de Rosa. Voici le lieutenant Don Malloy de la police de Dixon. La voyante avait dit à la famille qu'on trouverait le corps de Rosa près de Piuta Creek, dans un fossé ou une canalisation. En nous basant sur ces informations, nous avons fait venir des chiens renifleurs dans ce secteur. Il était primordial de trouver ce corps. Je voulais le trouver pour les enfants de Rosa. Ils étaient jeunes et ils avaient besoin qu'on trouve leur mère. Même si le mercure dépasse les 37 degrés, des dizaines de volontaires se joignent aux recherches. C'était incroyable de voir tous ces gens en dépit des conditions météorologiques difficiles. Cela m'a profondément touché. Je crois que la plupart du temps, on sous-estime la force des liens qui unissent entre eux les habitants d'une même ville. Malheureusement, l'importante opération de recherche ne donnera pas les résultats escomptés. Tout le monde à Dixon connaît Rosa et souhaite la retrouver.
Un mois après sa disparition, un travailleur agricole remarque quelque chose. Il y a un corps dans un fossé en bordure d'une route. À en juger par l'endroit où se trouvait le corps et les conditions dans lesquelles il était, je savais en mon fort intérieur que c'était Rosa. Les autorités font examiner la scène du crime non loin de Pewter Creek. C'est une femme adulte, en position fétale, exactement comme l'avait décrite Sally Heading. Les vêtements correspondaient à ceux que portait Rosa. C'était atroce de penser que ces enfants devraient continuer à vivre sans leur mère. Mais maintenant, le corps de Rosa pourra enfin être ramené à la maison. Le pathologiste conclut qu'elle a eu la gorge tranchée, encore une fois comme l'avait prédit Sally. Le fait qu'on ait retrouvé le corps de Rosa permet à ses enfants de commencer le processus du deuil. C'était une perte immense. Ils ont trouvé ça très difficile. Tout le rituel des funérailles a été pénible, mais ils y ont trouvé un certain soulagement. Ils ont enfin pu lui dire adieu. Et même s'ils auraient préféré qu'elle soit encore là, ils se sont rendus à l'évidence. Sally Heading fait parvenir un message de Rosa à ses enfants. Elle voulait que sa famille, ses enfants, acceptent sa mort. Et je crois qu'elle a tout fait pour les aider. Cette femme était comme une vraie louve quand il s'agissait de ses enfants. Ils étaient tout son univers. L'homme qui l'a tué, José Navarro Enriquez, contestera les charges contre lui. Mais il sera jugé coupable de meurtre au second degré et condamné à une peine minimale de 16 ans d'emprisonnement. Je prie pour qu'il ne soit jamais libéré, parce que si je me fie à l'énergie qui émane de lui, c'est un psychopathe. Il ne se sent aucunement coupable de ce qu'il a fait. Les enfants Talamantes continuent de fleurir la tombe de leur mère. De l'autre côté des États-Unis, c'est la situation inverse qui se produira quand une mère aimante déplacera mers et mondes pour retrouver ses enfants. Le nord de l'État de New York représente pour beaucoup de gens l'endroit idéal pour élever des enfants. C'est un endroit paisible, agricole et sécuritaire. Mais on n'y est pas à l'abri des différends entre les gens. Comme par exemple Frank et Tara Danvers qui divorcent non sans problème en 1978. Lors du règlement, Tara obtient la maison et la garde des enfants, de même qu'une pension alimentaire. Mécontent, Frank Danvers interjette appel. We'll postpone judgment until after the appeals process is over. Mais lors de l'appel, le juge est en faveur de Tara et il maintient le règlement. Quand celle-ci revient chez elle, elle est incapable d'entrer dans la maison. Il avait planté des clous dans toutes les fenêtres du premier étage. Il m'était impossible d'entrer. Quand j'y suis enfin parvenue en brisant un carreau, j'ai constaté qu'il avait pris tout ce qui avait la moindre valeur. Tara nous a demandé de protéger son identité. Toutes nos toiles avaient disparu, de même que notre argenterie, notre vaisselle, des beaux jours. Tout était parti. Les enfants avaient disparu. Tara est sous le choc. Frank a-t-il osé lui arracher ses enfants pour toujours? Elle ne peut y croire. J'ai attendu pendant quelques jours en me disant qu'il les avait peut-être ramenés à la plage ou à la montagne pour laisser tomber la pression des derniers jours.
Je me disais qu'il les ramènerait avant le week-end. Mais le week-end est arrivé et il n'est pas revenu. J'ai alors compris qu'il ne les ramènerait pas. Les policiers compatissent avec Tara, mais ils ne peuvent guère l'aider. En 1978, les enfants enlevés par l'un des parents ne sont pas une priorité pour les services policiers. Tara appelle les amis de Frank, sa famille et son employeur, mais personne ne l'a vu. À ce moment-là, je disposais de très peu de moyens pour entreprendre des recherches. J'ai dû trouver ma propre façon de procéder. Il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Et je devais tenter tout ce que je pouvais imaginer pour retrouver mes enfants. À titre de commis comptable pour une société de fourniture médicale, Tara a accès à la liste de tous les hôpitaux du pays. J'ai composé une affiche avec la photo de mes enfants, leur description ainsi que celle de Frank. Et je l'ai envoyée à tous les hôpitaux en me disant que l'un de mes enfants finirait bien par avoir un malaise ou se blesserait. Quand on a 3 enfants, on sait que l'un d'eux va tomber malade ou se blesser un jour ou l'autre. J'ai donc envoyé cette affiche, mais sinon, je ne savais pas quoi tenter d'autre. Elle n'obtient aucune nouvelle des hôpitaux, pas de nouvelles non plus des enfants, ni de l'homme qui les a enlevés. Tara se ronge les sangs. Plus les jours passent, et plus il sera difficile de trouver les enfants. En désaccord avec les termes de son divorce, Frank Danvers a enlevé ses propres enfants. À cette époque, les autorités ne considèrent pas de tels cas comme prioritaires et Tara Danvers tente tout ce qu'elle peut pour retrouver ses enfants par elle-même. Après 2 semaines décevantes, elle trouve enfin un policier qui veut bien l'aider. Il s'agit du sergent Lou Masterbone du bureau du shérif du comté. Elle m'a appris que ses enfants avaient été enlevés et qu'elle ignorait où ils se trouvaient. Elle voulait que je l'aide. Je lui ai dit que je ferais tout ce que je pourrais. Le sergent obtient le mandat d'arrêt de Frank et il s'apprête à diffuser l'information sur le réseau national de la police. Mais le système ne prévoit pas dans ses procédures les cas d'enlèvement d'enfants par leurs parents. Masterbone se met malgré tout au travail en ayant recours aux bonnes vieilles techniques policières. On a examiné les dossiers scolaires, les transactions bancaires. On a tout essayé, mais chaque fois, ça n'a rien donné. Puis, Tara reçoit l'appel du pédiatre de ses enfants qui lui apprend que Frank vient de lui demander d'envoyer leurs dossiers médicaux à une adresse située près de Youngstown, en Ohio. Tara et le sergent se rendent sur place sans attendre. Il s'agit d'un terrain de caravane dans un secteur malfamé de la ville. C'était un endroit inquiétant. Je n'aurais jamais pensé que mon ex-mari ou mes enfants auraient pu un jour se retrouver là. Mais ils sont déjà partis. Et Frank n'a pas laissé d'adresse. Frank a repris sa cavale. Il se déplaçait constamment et toujours avec ses enfants. Masterbone tente de le retracer. Il commence à surveiller la mère de Frank, même si cette dernière a déclaré ne pas avoir eu de nouvelles de lui. Et ça s'est poursuivi comme ça pendant un certain temps. Je la surveillais quelques soirs par semaine en gardant espoir, mais sans succès. Puis, 2 mois après l'enlèvement, un policier de Fairglen, en Arizona, aperçoit une voiture immatriculée dans l'État de New York. En vérifiant le numéro d'immatriculation, il constate que le propriétaire du véhicule, Frank Danvers, est recherché. Il fait appeler Masterbone. On leur a alors fait état de la situation et du fait que la mère était désespérée et voulait retrouver ses enfants depuis que Frank les avait enlevés. On leur a demandé de se rendre chez lui et de nous aviser si on les trouvait. Le policier s'entretient avec Frank, mais il ne peut le mettre en détention avec un mandat émis dans l'État de New York. Il lui demande de ne pas partir.
Tara saute dans le premier avion pour l'Arizona. J'étais en extase. Je me disais que ces 3 mois d'enfer étaient terminés, que j'allais enfin retrouver ma famille. Avec en main un mandat de la cour, Tara et un avocat de la région se rendent à l'appartement de Frank. J'avais le pressentiment qu'il ne serait pas là. Il était bien trop malin. Et il savait que je le cherchais. Quand je suis arrivée à l'appartement qu'il avait loué, je l'ai trouvé vide. Il venait de disparaître de nouveau. C'était comme s'il avait été rayé de la planète et je ne détenais aucune information. Les enfants de Tara peuvent se trouver n'importe où. C'en est trop pour Tara. Je ne savais trop que faire. J'étais hors de moi. Comment pouvais-je le retrouver? Où était-il parti? C'est au moment où il ne semble plus y avoir d'issue que la mère de Tara écoute une émission de radio avec la voyante Nancy Orlin Weber. Elle m'a appelée au travail pour me dire qu'elle venait d'entendre cette voyante qui cherchait des enfants disparus. Elle voulait que je l'appelle. C'est ce que j'ai fait, pas à contre-cœur, mais j'avais très peur. Beaucoup de gens m'avaient promis de m'aider et je n'avais obtenu aucun résultat. Mais en même temps, j'étais prête à m'accrocher à tout espoir qu'on pourrait me donner. J'ai dit, je veux bien essayer. Je serai heureuse de vous aider, même si j'ignore ce que je peux faire pour vous. La mère des enfants m'a appelé pour me demander si je voulais bien l'accompagner chez une voyante. J'ai dit, quoi? Vous me faites une blague ou quoi? Elle m'a dit, non, on a tout tenté sauf ça. Masterbone accepte de l'accompagner, même s'il est très méfiant. On nous a invités à monter au 3e étage où il devait y avoir une séance. Et je me disais, qu'est-ce que je fais ici? C'est stupide. Il m'a dit, vous savez, je suis très sceptique. Je ne crois pas à ce que vous faites. Mais voyons avec quoi vous pourrez arriver. Je l'ai tout de suite aimé, parce que c'était un homme franc. Il pensait sans doute que j'avais un chaudron, une boule de cristal et un turban, et que je tenterais de le transformer en grenouille. Mais il est venu quand même, parce qu'il était préoccupé par cette affaire. Il voulait ramener ses enfants à la maison. C'était tout ce qui comptait pour lui. L'attitude chaleureuse et décontractée de Nancy a tout fait de mettre Masterbone à l'aise. Elle tente d'obtenir des informations sur Frank et les enfants à l'aide de photos. Nancy rassure Tara en lui disant que Frank ne fera pas de mal aux enfants. En fait, c'est à elle qu'il cherche à faire du mal, pas à eux. D'habitude, je ne révèle jamais rien d'avance. Je déteste ça. Mais dans ce cas, il fallait que je le fasse. Elle m'a donné le courage de continuer parce que la plupart du temps, j'étais si découragée que je voulais tout abandonner. Il était trop malin pour moi. Comment pouvais-je retrouver 3 enfants aux États-Unis? Nancy les surprend en leur parlant de la fuite de Frank en Arizona, une information qu'ils ne lui ont pourtant pas révélée. J'ai vu l'ex-mari les faire monter en voiture pour aller très très loin. Je pouvais les suivre avec mon esprit. C'est alors qu'elle voit la ville de Fairglen.
Je la fixais du regard, c'était inouï. J'en suis presque tombé de ma chaise. Elle ne savait rien de cette affaire, absolument rien. Elle ne pouvait pas avoir inventé ça. Bien peu de gens connaissent cette ville. À partir de cet instant, j'étais prêt à croire tout ce qu'elle me dirait. Elle m'avait convaincu. Tara la presse de lui donner des informations sur la santé des enfants. Nancy croit qu'ils vont bien, mais... Le deuxième enfant s'était coupé et s'était fait faire quelques points de suture à la lèvre supérieure. Ils ont dit que c'était une morsure de chien, mais c'était sans danger. L'enfant ne conserverait qu'une petite cicatrice. J'étais terrifiée. C'est très pénible d'apprendre qu'un de ses enfants s'est blessé. Tara veut savoir où ses enfants se trouvent et comment elle peut les retrouver. Et j'ai alors vu la mère de cet homme et j'ai dit, « Attendez une minute. Elle a des chèques en sa possession, des chèques annulés qui indiquent où ils se trouvent. Ils sont sur son bureau. » Nancy croit que ces chèques annulés de la mère de Frank sont la clé de toute l'affaire. Elle ne dispose pas d'autres informations pour l'instant. Elle espère en avoir d'autres bientôt. 6 mois après l'enlèvement, la mort dans l'âme, Tara Danvers passe son premier Noël sans ses enfants adorés. Cela a été le pire temps de l'année pour elle. Ne pas être avec ses enfants pendant les vacances, c'était terrible. Mais Tara refuse d'abandonner. Bientôt, Nancy Orlen Weber aura une vision extrêmement précise de ce qui se produira au cours de ses recherches déchirantes à travers les États-Unis. 7 mois se sont écoulés depuis l'enlèvement des enfants de Tara Danvers de leur maison dans l'État de New York par leur père, Frank Danvers. La voyante Nancy Orlen Weber a vu que Frank était parti aussi loin qu'en Arizona. Elle a vu aussi que des chèques annulés de la mère de Frank aideront éventuellement Tara à retrouver ses enfants. Mais jusque-là, il n'y a rien eu de plus. Tara et le sergent Lou Masterbone retournent consulter Nancy dans l'espoir d'obtenir autre chose. Elle était terrifiée, et avec raison. J'étais la seule personne auprès de qui elle pouvait croire que ses enfants étaient toujours en vie et qu'elle les retrouverait. En utilisant une photo des enfants, Nancy tente d'établir un contact avec eux. Elle voit la fille aînée forcée de faire tous les travaux ménagers. Elle croit que les enfants se portent bien, mais qu'il leur manque les soins attentifs d'une mère. Je les voyais porter des vêtements devenus trop petits pour eux, des chaussures trop étroites. De plus, ils n'allaient pas à l'école. Elle voit aussi Frank. Il n'était pas violent avec eux, mais il ne tenait pas tellement que ça à les avoir avec lui. Il voulait surtout qu'ils soient loin de leur mère. Ils peuvent se trouver n'importe où au pays. Nancy a l'intuition qu'ils sont en Floride. J'ai dit « Où ?» Elle a dit « Cela commence par la lettre R ». Je lui ai alors dit « C'est vraiment incroyable ». J'ai dit « Je vois de l'eau, je vois l'océan, c'est tout près. » Je vois la lettre E. C'est sur la rue E. Mais dans quelle ville? Soudain, Ramona, la chienne de Nancy, arrive dans la pièce comme si on l'avait appelée. Ramona m'a regardée et je l'ai regardée à mon tour en lui disant « Ramona ?» Je me demandais ce qu'elle voulait. Le sergent lui demande alors si elle veut parler de la ville de Ramona, en Floride. Nancy a appris que les réponses peuvent venir de sources des plus surprenantes. Ramona, en Floride, existe réellement et il y a une rue E. C'est alors que les policiers obtiennent l'autorisation d'examiner les relevés bancaires de la mère de Frank. C'est dans ces relevés qu'ils découvrent les chèques annulés. Ils apprennent un détail étonnant. Elle lui envoyait de l'argent tous les mois, de l'argent qu'il avait mis de côté avant le divorce.
On a trouvé des chèques au nom de Frank. Au verso, on avait estampillé le nom de la banque. La banque de Ramona refuse, sans mandat, de divulguer l'adresse de Frank, mais Tara ne peut attendre plus longtemps. 13 mois s'étaient écoulés depuis la disparition de mes enfants. Au cours de cette période, j'avais rencontré des gens prêts à m'aider et d'autres qui s'y refusaient. J'avais aussi appris que, parfois, on doit mentir un peu. Elle appelle la banque en prétendant qu'elle est Frances Danvers, soit le vrai nom de Frank, et obtient ainsi son adresse. C'est le 73 de la rue E, à Ramona, en Floride. J'étais estomaquée. J'ai dit, « Oh mon Dieu, Nancy avait raison. » J'ai appelé le bureau du shérif et je les ai suppliés d'aller chez Frank. On envoie immédiatement un policier, mais il est trop tard. Les policiers m'ont rappelé 3 ou 4 heures plus tard pour me dire qu'ils avaient de bonnes et de mauvaises nouvelles. Je leur ai demandé de commencer par la mauvaise. On m'a répondu, ils sont partis, mais on a leur nouvelle adresse. C'est à Porto Rico. J'ai appelé Nancy et je lui ai demandé si mes enfants allaient être là quand j'arriverais. Et elle m'a dit que oui. Je voyais cette image merveilleuse et ce calendrier qui m'indiquait vendredi, 16 heures. Les enfants passaient sous une arche. Après qu'elle me dit ça, je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Surtout depuis que j'avais constaté qu'elle ne s'était pas trompée en me disant qu'ils étaient à Ramona. Par 3 fois déjà, Tara s'est précipitée vers l'endroit où vivaient ses enfants pour découvrir qu'ils avaient disparu. Cette fois-ci, elle espère que ce sera la bonne. Masterbone demande que soit émis un mandat d'extradition. Il met ainsi sa réputation professionnelle en jeu. J'ai demandé au juge un mandat pour faire extrader le père. Il m'a alors demandé sur quoi je me basais. Je lui ai répondu que je me basais sur les déclarations d'une voyante. Il m'a regardé et il m'a dit « Lou, cela ne me suffit pas. » J'ai dit « Votre honneur, je vous en prie, signez ce mandat. » Je lui ai raconté toute l'histoire relativement à cette voyante et je lui ai dit que nous avions trouvé l'adresse du père. Il a signé mon mandat. Tara n'a plus guère d'argent et elle passe les derniers jours à réunir la somme nécessaire pour aller à Porto Rico. Quand elle arrive enfin, c'est un vendredi, le jour que Nancy avait prédit. La police de Porto Rico se rend chez Frank pour l'arrêter. Il n'est pas là, mais il semble toujours vivre à cet endroit. Les policiers surveillent la maison au cas où il rentrerait bientôt. Au poste de police, l'attente est insoutenable. « 30 minutes plus tard, les policiers voient enfin Frank et les enfants. Tara est en proie à une vive anxiété. Puis, à exactement 16 heures, elle voit enfin ses enfants. Je ne pourrai jamais décrire ce que j'ai vécu à ce moment-là. Je voulais juste les prendre dans mes bras, comme si je les enveloppais dans un grand manteau, et partir sans que personne ne puisse les voir et me les enlever de nouveau. Je leur ai dit que je les avais cherchés tous les jours pendant 14 mois, contrairement à ce que Frank leur avait raconté. Avec l'aide de la voyante, Tara a retrouvé ses enfants à l'endroit exact et à l'heure précise que lui avait donné Nancy Orlen Weber. À 16 heures, les enfants sont passés sous une arche et ils se sont rués dans ses bras. J'ai pleuré. J'en pleure encore. Ces enfants ont retrouvé leur mère
C'étaient ses enfants. Elle était une mère merveilleuse pour eux, bonne, attentive et chaleureuse. Le procureur de New York décide alors de laisser tomber les accusations contre Frank, déclarant qu'il en coûtera trop cher pour l'extrader de Porto Rico. Ainsi, celui-ci ne paiera pas pour son crime. Tara Danvers a la garde complète de ses enfants et les élèvera seule. C'est tout ce qu'elle avait souhaité. Une mère a été tuée sans raison, mais elle restera en vie dans la mémoire de ses enfants. Une autre mère a retrouvé ses enfants après un trop long délai. Ces deux affaires ont été résolues par des policiers qui avaient à cœur ces cas et par des voyantes qui ont eu recours à leurs dons pour aider ces familles à se remettre d'une terrible épreuve.